À Marseille, les nouvelles galeries n'échapperont pas aux flammes. Le commandant Grimaud, chef du service prévention du bataillon des marins-pompiers, raconte. Le 8 octobre 1938, aux alentours de 14h20, un incendie s'est déclaré dans le magasin des nouvelles galeries, situé sur la Canebière, qui est l'axe depuis toujours emblématique de la ville de Marseille, et qui permettait dans un même lieu de pouvoir faire diverses acquisitions avec des articles ménagers, de la lingerie, des vêtements, de l'ameublement et des possibilités de restauration pour les gens et pour les acheteurs qui se rendaient dans ce magasin. L'architecture de ce magasin de 3500 mètres carrés sur 4 niveaux dont un sous-sol, une grosse trémie centrale et ses escaliers à double révolution étaient en fait une gigantesque cheminée. Une structure métal et des planchers en bois ne pouvaient qu'aggraver la situation en cas d'incendie. Vers 14h20, un ouvrier constate une fumerole au premier étage, mais on laisse rentrer le public. À 14h30, on prend conscience du feu. Il faudra encore attendre plus de 7 minutes, à 14h37, pour que le premier appel parvienne au service de secours. Alors arrivé sur les lieux, les premiers secours constatent que le bâtiment est déjà quasiment complètement embrasé, avec les flammes qui s'échappent sur plusieurs niveaux, et on le comprend par la cheminée constituée par la trémie centrale, avec donc déjà le feu qui a atteint la toiture et un embrasement généralisé. Sauf que le feu, se situant dans la trémie centrale, les gens qui étaient dans les étages ou dans les étages inférieurs ou au niveau du sous-sol, pour eux, ça a été quasiment impossible d'évacuer puisque le seul vrai moyen d'évacuation était engagé par l'incendie. Le bilan, 75 morts et plusieurs centaines de blessés. Et parmi les victimes, de nombreuses femmes. Face à un tel sinistre, de toute façon, les pompiers ne pouvaient pas lutter. Ils avaient déjà du matériel qui datait de 1913. Avec toute la vétusté qu'on pouvait connaître. Ils n'avaient qu'une échelle pour tout Marseille, et l'absence d'échelle dans l'immédiat a montré la difficulté pour pouvoir intervenir et notamment pouvoir attaquer les foyers en partie haute à partir de la Canebière, pour pouvoir éventuellement faire des sauvetages. Sur la Canebière, justement dans ce secteur-là, il y avait un quadrillage important à bouche et poteaux d'incendie. Sauf que l'alimentation se faisait à l'époque à partir de réservoirs et à force de puiser, parce que la ville continuait à vivre, à un moment, les services de secours, face à la demande supplémentaire des bidots dont ils avaient besoin, se sont retrouvés assez limités en termes de potentiel, en termes de débit, ce qui a pu aussi gêner leur intervention. Autre facteur de malchance pour ces pompiers de l'époque, à mon sens, c'est que leur commandant avait été blessé sur un feu quelque temps avant. Il n'était pas présent. Son second, donc, qui avait pris la direction des secours, quand la façade Canebière s'est écroulée, il était dessous. Il a été blessé. Donc du coup, il a été obligé de passer le commandement à un autre adjoint, et ainsi de suite. Et en fait, à un moment, ils ont été démunis en termes d'organisation du commandement et du commandement. Pourtant, le décret de 1938 existe. Les maires disposent de pouvoirs pour imposer aux constructeurs les normes de sécurité. Mais rien, ou presque, n'était appliqué, ni à Marseille, ni ailleurs. 9 mois plus tard, le bataillon des marins-pompiers de Marseille, par le décret-loi en date du 29 juillet 1939, prend en charge la sécurité incendie de la ville. Il faudra attendre le décret du 7 février 1941 pour marquer officiellement les prémices de la réglementation incendie par la naissance de la Commission centrale de sécurité. Le colonel Spy, directeur du pôle prévention de l'École nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers à Paris, nous détaille ce premier texte. Ce décret, pour moi, est une véritable charte, une charte de la prévention du feu. Et cette charte de la prévention du feu est éclairée par 283 articles. On est là en situation de guerre, avec un gouvernement de Vichy, avec aussi un retour d'expérience de sinistralité sur des grands feux importants qui ont précédé la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et également un vide réglementaire. Parce que c'est une période qui n'est pas forcément glorieuse, au moins carentien. Donc il faut quand même se remettre dans le contexte d'une collaboration qui était quelque part manifeste, et donc les gens ne veulent pas se souvenir
d'une période qui était douloureuse. Ça ne veut pas dire que parce que la période était douloureuse qu'on n'a pas été capable de faire de belles choses. Il faut bien comprendre que l'origine du décret est motivée par une sinistralité avant-guerre très importante, dans laquelle notamment il faut placer les feux des magasins de Marseille, qui ont attiré l'attention du législateur sur la nécessité de légiférer dans les établissements recevant du public et de durcir cette réglementation qui leur est afférente. Effectivement, comme vos travaux l'ont très bien montré jusqu'à maintenant, les salles de spectacle étaient dans une situation d'incurie en matière de sécurité. Il fallait mettre de l'ordre dans un secteur d'activité qui était très chronophage en perte de vies humaines. Donc, première réponse, les salles de spectacle. Et puis, de fait également, les autres activités ERP ouvertes librement. Donc le texte se pose deux directions, dans le titre 1 et dans le titre 2, sur ces deux secteurs d'activité. D'emblée, il mesure la nécessité de classer les établissements recevant du public en type, en fonction donc de la nature de leur exploitation, mais aussi en catégories, donc en prenant en compte les effectifs. Alors, où sont mes catégories? Je les ai mises quelque part. Donc on a, dans la première catégorie, par exemple, au-delà des théâtres et établissements de spectacle, on a inventorié les grands magasins, les magasins de vente librement ouverts au public. Donc, deuxième catégorie, l'extension aux établissements de crédit, les hôtels, les petits hôtels, qui, comme encore aujourd'hui, défraient régulièrement la chronique parce que sont souvent à l'origine de feux importants. Les restaurants, les cafés, les brasseries, j'en passe et les meilleurs. Les édifices publics, bien sûr, les musées étaient pris en compte dans cette deuxième catégorie. Enfin, une troisième catégorie qui, elle, avait pour but de cibler les établissements hospitaliers, publics ou privés, les hospices, les hôpitaux, les asiles et les établissements philanthropiques, les établissements d'enseignement libre ou public. Un incendie qui a endommagé hier après-midi l'Institut universitaire de technologie. Le sinistre a éclaté dans un local où se trouvent les moteurs du monte-charge et du système d'aération. Voilà donc un champ d'activité très très ouvert qui est en fait celui qu'on retrouve actuellement dans les dispositions particulières du règlement de sécurité. Vous voyez, le chapitre 1er du décret de 41 pour ce qui concerne la création de la commission centrale avec ses membres, on retrouve étrangement dans l'organisation du Code de la construction et de l'habitation cette volonté qui a été reprise bien sûr par le CCH de bien préciser l'organisation et le fonctionnement de la commission centrale et quels sont les membres qui en font partie. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait fondamental. Un travail remarquable a été réalisé dans l'ombre du gouvernement de Vichy. Partout en France, la presse relate de nombreux sinistres. Mais les piliers de la prévention moderne sont plantés. Dorénavant, il faut disposer d'un lieu pour enseigner et développer cette nouvelle spécialité, le préventionnisme. Le commandant Curie a eu mission de s'installer dans les locaux du 26 de la rue Chaptal. L'objet était de monter en puissance une école de formation nationale de sapeurs-pompiers. Donc sur ce registre-là, il fallait un enseignement générique, de généraliste. Mais très vite, en 1948, donc, a émergé le besoin de créer un enseignement au profit des préventionnistes. Et donc le commandant Curie, quelque part, a la paternité de ces premiers enseignements de la prévention à Chaptal, dans la mesure où ça a été le premier directeur de Chaptal. Alors donc le commandant Curie, le voilà, un homme qui est dans mon bureau. Je n'ai pas dit qu'il hantait mon esprit, mais il hante au moins le bureau. Et on lui doit certainement beaucoup par le fait qu'il a été également à l'origine de la mise en place d'un premier examen, des premières promotions. Il souhaitait l'excellence certainement déjà. Il avait cette ambition de pousser très loin le savoir-faire des préventionnistes. Il a mis en place un examen en fin de formation. Les formations duraient 15 jours. Et à la fin des 15 jours, il imposait le premier examen qui peut être considéré comme les balbutiements du brevet de prévention.